Merci Frédéric. On va arrêter les questions sur l'Espagne et l'Italie, même si c'est très intéressant pour pouvoir faire intervenir Monsieur Guibert sur la prochaine séance. Juste pour votre information, il y a une question de Pierre Blanc qui a été posée dans le chat de Zoom. Donc on va réserver sur l'intervention de Georges Romero. Alors, M. Guibert est chirurgien viscéral et digestif et transplanteur hépatique au CHU Paul Brousse avec Juif et intervient dans la séance que nous organisons aujourd'hui à deux titres. D'abord parce que prône le partage de l'information sur les erreurs médicales en général. Et puis d'autre part parce qu'il a mis en place, une partie de l'équipe de mise en place du bloc opératoire augmenté, sur lequel interviennent de nombreux outils technologiques, dont la plateforme CareSyntax, qui a été citée par Frédéric tout à l'heure et sur laquelle nous reviendrons plus en détail tout à l'heure. Monsieur Guibert, je vous laisse la parole. Merci beaucoup à l'Académie et en particulier au président de l'Académie de chirurgie de m'avoir invité. En effet, je suis professeur Guibert. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille depuis 2004 au centre patrouillère, donc depuis 17 ans. Je ne connais que les maladies du foie et la chirurgie du foie dans le domaine médical. J'ai fait le choix de l'hyperspécialité et j'ai appris ce métier au contact de très grands chirurgiens, des pathologues parisiens au sens large. J'ai 200 publications dans le domaine et je crois avoir atteint un certain niveau en chirurgie hépatique. Je me permets cette introduction parce que j'ai récemment rédigé ce livre et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai la chance d'avoir la parole aujourd'hui, en plus de la... Donc j'ai écrit ce livre pour justement parler du problème qui nous intéresse aujourd'hui, qui est cette problématique de l'erreur au bloc opératoire. J'ai essayé à travers cet ouvrage de faire un constat, à partir d'expériences personnelles, essayer de poser des questions pour comprendre pourquoi les erreurs chirurgicales arrivent, et surtout essayer d'apporter des solutions qui sont des solutions aussi bien humaines que technologiques. En fait, l'histoire de ce livre, et je pense que c'est important que vous compreniez l'origine, c'est l'histoire de cette patiente, qui est une patiente jeune, une patiente qui avait un adénome du foie dans le segment 8, pour laquelle je m'étais posé la question d'une chirurgie ou pas, quand on sait que la résection des adénomes est de plus en plus discutée. C'était il y a quelques années. Donc j'ai décidé d'opérer cette patiente avec quand même beaucoup d'hésitation opératoire, parce que je savais que j'étais une chirurgie prophylaxie. Et en fait, cette chirurgie, comme je savais qu'elle allait a priori bien se passer, en tout cas c'est ce que je pensais, je l'ai filmée. Je l'ai filmée en voulant réaliser un film didactique. Et la chirurgie s'est pour moi très bien passée. Et lors de post-opératoire, en fait, cette patiente a présenté une douleur abdominale et auquel je ne croyais pas au départ parce que je pensais vraiment que la chirurgie avait été parfaite. Et puis le lendemain, je suis retourné voir la malade et indiscutablement, il y avait la bile qui coulait par le rein. Cette patiente avait un collet péricoïde. J'ai donc fait opérer cette patiente et j'ai trouvé un collet péricoïde. Je n'avais absolument pas d'explication à cette problématique. J'avais même oublié que j'avais fait un film au moment où j'aurais opéré cette patiente. Et rétrospectivement, je me suis dit, mais au fait, j'ai fait un film. J'ai fait un film et je vais donc regarder le film. Et en regardant le film, je me suis rendu compte de mon erreur, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, c'est que j'avais fermé une pince automatique sur un lac qui s'était coincé dans la pince. Et j'avais donc laissé un petit morceau de lac dans la graffeuse automatique. Donc ça n'avait absolument aucune espèce d'importance. J'avais même oublié ce fait. Et c'est ce petit morceau de lac qui avait été responsable d'une fissure biliaire, parce que le pellicule du segment 8 coulait de la bile, de la bile, de la bile. Et en fait, cet événement a pour moi été déterminant dans ma réflexion vis-à-vis de ce qu'on appelle l'erreur en chirurgie. Et finalement, il faut complètement transformer notre manière de faire, parce que si je n'avais pas filmé, je n'aurais pas compris. Et il faut absolument, tout en restant de l'opératoire, essayer de modifier un petit peu notre travail. En fait, derrière cette
cette proposition du changement de notre rapport à l'erreur, eh bien, il y a quelque chose qui finalement se dire que l'illusion qui réconforte peut être préférable à la vérité qui dérange. C'est en tout cas le sujet du bac il y a quelques années, et je crois que la problématique de l'audit chirurgien, c'est qu'en certains cas, eh bien, on ne regarde pas tout à fait la vérité en face, et je trouve que certains mots, d'ailleurs, sont assez caractéristiques. On parle d'événements indésirables et d'aléas thérapeutiques. Eh bien, moi, jusqu'à preuve du contraire, je parle de complications post-opératoires dues à une ou plusieurs erreurs que j'ai pu commettre, par exemple. Donc, je crois qu'il faut appeler un chat et ne pas se cacher derrière son petit doigt, parce que il arrive que l'erreur soit une erreur non technique, une erreur non due à l'existence humaine, mais il arrive aussi qu'il se passe quelque chose et on soit responsable, et c'est pas grave parce que c'est notre métier, de ce qui se passe. Donc je crois que le problème déjà, c'est de revenir à ce que c'est qu'une erreur. Une erreur, c'est un acte involontaire ou volontaire qui n'a pas permis d'améliorer la qualité ou la quantité de vie d'un patient. La conséquence d'une erreur d'exécution, de planification ou d'une déviation par rapport au ça, c'est une définition qu'on trouve dans le JAMA en 1994 et qui est reprise à plusieurs endroits. Je crois que c'est assez large, mais c'est assez clair. En fait, évidemment, les problématiques de l'erreur en chirurgie sont terribles, puisqu'on a un métier qui est un métier qui est dangereux, un métier dans lequel on et finalement, ne pas faire d'erreur, c'est assez simple, il ne faut rien faire. Donc là, on ne fera jamais d'erreur, on est sûr qu'il ne va rien se passer. Le problème, c'est que nous, notre métier, c'est devant un problème, de prendre une décision et d'agir. Et finalement, décider et agir, c'est évidemment toujours prendre le risque de faire une erreur. Mais finalement, faire une erreur, c'est peut-être aussi des fois l'opportunité de découvrir par le hasard. Et d'ailleurs, quand on prend l'étymologie du mot erreur, ça vient de errare, de errer, et finalement de trouver dans certains cas des erreurs du fait du hasard. Et vous savez comme moi que la plupart des découvertes qui ont été réalisées sont souvent le fait d'erreurs ou de presque erreurs. On cite les sœurs Tatin qui ont découvert la tarte tatin en faisant trouver une tarte aux pommes. Je pense que le jeu, c'est justement de donner la possibilité à des experts de trouver dans le hasard des solutions. Moi, si j'avais fait tomber une tarte aux pommes par terre, je pense que j'en aurais rien fait. Je pense que les sœurs Tatin, des experts en pâtisserie, sont donc été capables de faire quelque chose avec. Donc, pour moi, l'erreur, c'est aussi une manière de pouvoir innover. Et d'ailleurs, la dernière grande découverte en chirurgie du foie est le fait d'une erreur. Le monsieur qui a inventé le HALPS, c'est-à-dire la bipartition hépatique suivie d'une hépatectomie dans un second temps, bah, c'est l'histoire d'un monsieur qui est parti du droit de le segment 4, qui au cours de la chirurgie s'est rendu compte qu'il n'allait pas laisser suffisamment de foie du côté gauche. Il a donc arrêté la procédure, même s'il avait déjà, au moment où il a arrêté la procédure, lié la belle porte, et je crois même qu'il avait lié le canal biliaire. Donc c'est un chirurgien qui, finalement, fait une opération, et on en parlait tout à l'heure, a l'audace de faire l'opération, mais aussi la lucidité de s'arrêter. Et je vais m'arrêter sur cette image, pour ceux qui me connaissent, savent que je m'intéresse beaucoup au sport de glisse, et je pense que la chirurgie, c'est quelque chose, il y a beaucoup de points communs entre les sports de glisse et notre activité. C'est-à-dire que c'est un mélange d'audace et de lucidité. C'est un mélange d'audace parce qu'il faut avoir l'audace de faire et il faut avoir la lucidité de s'arrêter et de ne pas continuer, de ne pas prendre trop de risques. Donc c'est vraiment les deux, et je crois que c'est la grande différence qu'il y a par exemple entre le pilote d'avion et le chirurgien. Le pilote d'avion, quand il y a un risque, il n'y va pas. Nous, ça fait partie de notre métier. Je ne vais pas dire qu'on aime ça, mais ça fait partie de notre métier de prendre le risque. Et ben, je pense que le professeur Lang, quand il a découvert le HALPS, il a fait ça. Il a été audacieux parce qu'il a fait les chirurgies et il a eu une lucidité de s'arrêter. Mais sa plus grande lucidité, ça a même été de faire un scanner au bout de 7 jours pour se rendre compte que le foie avait poussé. Et en plus, il a décrit ce résultat, ce qui a permis de faire une grande découverte en chirurgie du foie, même si je ne suis pas absolument certain que ça soit une très grande découverte. Plusieurs papiers derrière ont montré que c'était quand même souvent associé à une certaine mortalité. En tout cas,
c'est la démonstration que la chirurgie, c'est aussi un lieu où on découvre par le hasard à l'hôpital. Alors, je reviens sur ce point, je pense vraiment que nous ne sommes pas des pilotes d'avion. Nous ne sommes pas des pilotes d'avion parce qu'on a un rapport au risque différent. Et une des explications d'ailleurs, c'est que le chirurgien ne meurt pas avec le malade. Et on comprend assez bien que le pilote de ligne qui va mourir avec l'avion va avoir un rapport de risque un peu différent. Et indiscutablement, il y a beaucoup de différences entre le pilote d'avion, le cockpit, et le bloc opératoire, même s'il y a quelques points communs, et on peut y chercher quelques analogies. Une des grandes différences qu'il y a aussi entre le cockpit et le bloc opératoire, c'est que quand vous êtes au bloc opératoire en train de faire une opération, il y a beaucoup de gens qui vous arrivent, vous allez dire, et certains qui vous surveillent. Et finalement, la problématique du bloc opératoire, c'est qu'on est parfois plus dans un équipage qu'une équipe, avec un capitaine qui affronte les obstacles et des aides en face qui n'ont pas toujours l'audace, justement, de leur dire qu'on ne va pas dans la bonne direction. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les cockpits d'avion, par exemple, le tutoiement est obligatoire, c'est pas quelque chose de tout à fait classique lorsqu'il s'agit du bloc opératoire. Donc il y a indiscutablement des pyramides hiérarchiques qui s'améliorent avec le temps, mais qui persistent au bloc opératoire et qui peuvent expliquer, pour moi, certaines problématiques. Alors, je vais vous donner ma définition de la faute, qui n'est pas tout à fait celle que notre ami tout à l'heure a décrite, qui est une définition plus juridique. Ma définition de la faute, et encore une fois, tout ce que je dis, ça ne concerne que moi. Je dis ce que je pense, et parfois, il peut arriver que les gens ne soient pas tout. Et l'idée, c'est que pour moi, faire une faute, c'est faire 2 fois la même erreur par la même personne ou quelqu'un de son entourage. Pour moi, c'est ça la faute. La faute, c'est qu'on ait fait une erreur, on n'en ait pas parlé, on ne l'a pas compris, on n'en ait pas parlé aux autres, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est une faute, puisqu'on va des choses qui vont se répéter. Une erreur, elle n'est pas comprise, elle n'est pas dit, elle n'est pas vue, elle n'est pas regardée parce que c'est pas ce qui est passé. Et je pense qu'il y a des aléas thérapeutiques dont on a conscience ou pas, avec peut-être la crainte du regard de l'équipage ou de l'apport du procès. Alors, c'est caricatural, c'est probablement pas toujours vrai, et il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'honnêteté, n'ont pas compris ce qui s'était passé. D'ailleurs, s'ils avaient compris, ils n'auraient pas fait d'erreur. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde chirurgical de plus en plus complexe. De plus en plus complexe parce que finalement, on a de plus en plus d'alternatives thérapeutiques curatives à la chirurgie. On connaît très bien le carcinome hépatocellular et le cholangiocarcinome, et je ne sais toujours pas dans quelle situation il faut faire une destruction locale ou une chirurgie chez des patients qui ont une tumeur de 3 cm. Parce que ça dépend de la qualité de la tumeur, ça dépend de la position de la tumeur. Bref, aujourd'hui, je pense que les choix thérapeutiques sont plus difficiles à faire qu'avant parce qu'on a de nombreuses alternatives thérapeutiques. Et qu'aujourd'hui, on fait intervenir pas uniquement la quantité de vie, mais aussi la qualité de vie, et que de plus en plus, on a des obligations de résultats autant que de moyens, et que lorsque vous avez des alternatives thérapeutiques qui donnent quasiment les mêmes résultats, eh bien vous êtes obligé d'avoir au moins les mêmes résultats avec un peu de l'école. Et Dieu sait, si on fait tous les efforts du monde par des stats, des RCP, des RMM, pour diminuer autant que faire se peut le risque d'erreur, eh bien ça continue à exister. On en a parlé largement, et je ne veux pas revenir sur les chiffres qui ont été donnés précédemment, mais voilà un papier très récent, 2019, qui regarde dans 3 gros hôpitaux américains sur 5300 patients opérés, 182 complications, et parmi ces 14 décès, eh bien, force est de constater qu'en épluchant tous les comptes rendus, en faisant tout ce qui s'est passé dans la limite du possible, parce que c'est toujours le même problème, eh bien, il y avait dans 54% des cas, 56% des cas, des erreurs qui étaient ce qu'on appelle des déficiences humaines, qui étaient le fait qu'une déficience d'attention, une erreur technique ou un problème de reconnaissance, en particulier anatomique. Donc il y a indiscutablement des erreurs qui sont le fait d'erreurs organisationnelles,
mais il y a aussi indiscutablement des erreurs qui sont des erreurs humaines qu'il est nécessaire de corriger, et pour les corriger, il faut les identifier. Donc, le problème, c'est encore une fois d'identifier. Et j'attire votre attention sur ce point, c'est qu'est-ce que c'est que la réalité péropératoire? Eh bien, en l'état actuel des choses, la réalité péropératoire, c'est le compte rendu péropératoire. Le compte rendu opératoire, finalement, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas beaucoup évolué depuis ce compte rendu qui date de 1965, où il y a une description de ce qui s'est passé en péropératoire, mais c'est la description par le chirurgien de sa réalité, de ce qu'il est en train de vivre, et pour toutes les idées qu'on peut avoir, on comprend de manière extrêmement claire que dans certains cas, notre vision de la réalité n'est pas tout à fait la réalité, et ceci avec beaucoup de bienveillance. En toute bienveillance, les gens ont cru voir ça, alors qu'ils voyaient autrement, parce qu'il y a un filtre qui est le fait de la situation, qui est le fait de biais cognitifs qu'on atteint. Donc je crois qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, les éléments dont on dispose pour pouvoir analyser les faits et gestes en péropératoire sont des éléments qui sont ceux du chirurgien qui décrit une situation qu'il a vécue. Et évidemment, les erreurs péropératoires sont le fait de nombreux biais cognitifs. Il y a énormément de littérature qui démontre ça maintenant, avec quelque chose qui vient au départ du domaine de la finance. Les biais cognitifs, c'est des décisions irrationnelles qui sont le fait d'une mauvaise interprétation de la réalité du fait des circonstances. Donc on peut tout à fait imaginer que ça soit le cas en péropératoire. Donc il y en a plein, des biais d'ancrage. On réfléchit dans un cadre souvent dogmatique. Je cite un exemple qui est une transplantation hépatique à donneur vivant, où on partait du principe qu'évidemment l'hémifoie était petit par rapport au receveur, et bien l'hémifoie était plus gros que le receveur, enfin que le foie nécessaire. Donc on s'est retrouvé dans une situation absolument inédite, qui était le fait que l'hémifoie qu'on mettait chez un receveur était finalement trop gros pour le receveur, alors qu'évidemment d'habitude il est toujours trop petit. Ben voilà, c'est un cadre dogmatique dans lequel on n'est pas réussi à sortir. Le biais de confirmation, c'est de considérer que ce qui confirme notre opinion, on a envie d'opérer le malade, donc on trouve des arguments qui vont dans cette direction-là. Le biais de halo, c'est le chef a toujours raison, ce qui est quand même pas totalement anodin dans notre métier. Et le célèbre effet Dunning-Kruger, qui est le fait de ne pas être suffisamment instruit pour savoir qu'on ne le sait pas. Je crois que c'est le bon sens qui est aux commandes dans ce cas-là, et ça peut être extraordinairement dangereux, on l'a vu. Par exemple, dans les premières périodes de l'épidémiologie du Covid, où les gens qui avaient au maximum quelques mois d'expérience s'exprimaient largement sur ce qu'il fallait faire ou ne fallait pas faire. Donc je crois qu'il faut être instruit pour savoir qu'on l'est, et c'est un vrai sujet qui mérite justement, je crois, d'aller vers une hyper-spécialisation. Donc, ça, ce sont pour les biais cognitifs que je qualifierais de péropératoire, même s'ils peuvent exister aussi en péropératoire. Et deux biais cognitifs classiques du péropératoire sont les enchaînements. L'enchaînement diabolique, c'est quoi? C'est le même chirurgien qui répare ses erreurs. Je raconte dans ce livre l'histoire qui m'est personnellement arrivée, qui est un malade pour lequel je me posais des questions quant à une sténose d'origine tumorale ou inflammatoire au niveau du milieu hépatique. L'ensemble du staff pensait différemment de moi, et le staff, n'étant que consultatif, il a respecté mon opinion, parce que finalement, personne n'avait vraiment la solution, on ne savait pas très bien ce qu'il fallait faire, et je pense que dans des centres experts comme celui dans lequel je travaille, eh bien, il y a souvent des situations où on ne sait pas, parce que par définition, nous avons des cas inédits dans lesquels il faut prendre des décisions. On n'a pas toujours la possibilité de pouvoir avoir des data en littérature, parce que c'est des choses extrêmement rares, et en plus, dans certains cas, les résultats parfois négatifs n'ont jamais été publiés. Donc, il y a un vrai sujet devant ce patient qui a une sténose, donc je ne sais pas si elle est maligne ou si elle est bénigne. Je vais au bloc opératoire avec cette obsession de savoir si je ne me trompe pas dans l'indication globale, et je coupe une artère du secteur postérieur qui est finalement réparée en bloc opératoire. Rétrospectivement, j'avais raison avec une maladie qui était une maladie bénigne.
tout le monde me félicite de ma pugnacité à opérer le malade comme si c'était une maladie bénigne, et tout le monde passe sous silence avec beaucoup de bienveillance en voulant me protéger la problématique de cette artère que j'avais coupée en préopératoire parce qu'ils n'avaient pas regardé l'anatomie de ce malade du fait de mon état de conscience lié à la bonne ou mauvaise indication chirurgicale. Ce malade est revenu avec une rupture artérielle, je l'ai réopéré moi-même et un cercle vicieux, enfin un enchaînement diabolique s'est mis en place avec finalement une prothèse portale qui a été mise à mauvais escient. Heureusement, le système a fonctionné et René Adam, le lendemain, alors que je voulais transplanter ce malade, en voulant faire un reset sur ce qui s'était passé, m'a dit stop, pourquoi tu veux transplanter ce malade? Finalement, il va bien. Et en effet, ce malade aujourd'hui va parfaitement bien et il est asymptomatique. Mais c'est une illustration tout à fait claire du fait qu'on ne doit pas, à mon avis, réparer ses propres complications, sinon on manque du recul nécessaire pour pouvoir correctement faire les choses. Ça a été largement démontré d'ailleurs dans le domaine des plaies liées. L'autre élément, c'est l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est une trop grande foi dans la stratégie adoptée qui va faire qu'on va refaire 5 ou 6 fois la même chose et plus rien de contre-tour. J'ai raconté une histoire dans le livre où j'ai refait une anastomose artérielle 5 fois parce que je ne pouvais pas stabiliser mes coudes, parce que je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un à côté de moi qui m'empêchait de stabiliser mes coudes. Ce n'était pas de sa faute, c'était à moi de m'en rendre compte, mais personne ne m'a rien dit. Et le moment où le type est parti, j'ai pu faire l'anastomose artérielle. Donc ça aussi, c'est l'illustration d'un effet tunnel qui parfois vous met dans des situations absolument terribles où il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous dise c'est coco, là il faut que tu passes à autre chose. Alors maintenant, ça c'est quoi? C'est des constats, des explications ou des tentatives d'explication. Maintenant on va parler des solutions. Alors, les solutions elles sont doubles. Elles sont humaines, elles sont technologiques. Les solutions humaines, je crois que c'est indiscutablement un phénomène de résilience, une nécessité de comprendre que l'erreur fait partie de notre métier, qu'il faut en parler avec toute transparence, qu'on a le droit de se tromper et qu'il faut inventer un système qui va faire que même si on se trompe et qu'on le dit, on n'est pas attaqué. Il y a un vrai sujet vis-à-vis en particulier des assurances où il faut inventer un système qui protège le chirurgien et qui répare le malade quand même. Donc il y a un vrai sujet assurantiel à mettre en place. En tout cas, le problème humain est fondamental et beaucoup de papiers parlent aujourd'hui de résilience et de chirurgie. Et vous voyez, en 2021, il y a l'autre solution, évidemment, elle est technologique, c'est comment développer des outils en préopératoire qui vont vous permettre de vous aider, de vous éviter de faire des erreurs, d'être un copilote. Et c'est ces solutions d'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut noter qu'il y a un pic en 2021 après un creux qui correspond en fait à l'avènement du deep learning qui est en train de transformer complètement l'analyse d'image en domaine technologique. Alors, ces solutions, je ne fais pas qu'en parler, j'ai essayé de les mettre en place et j'ai créé avec l'Institut Intellecom le bloc, la chaire innovation BOPA, qui est un bloc opératoire augmenté, quelque chose qui a été mis en place à l'hôpital Paul Brousse pour l'ensemble de l'assistance publique à travers l'université Paris-Saclay, l'INRIA et la chaire d'unité. En fait, je m'intéresse à cette problématique du futur de la chirurgie au sens large et au bloc opératoire au sens large depuis 2016, où on a créé un think tank avec quelques amis qui s'appelait le Week-end de l'innovation chirurgicale, qui avait pour objectif de réfléchir au futur de la chirurgie. Et c'est là où on a évoqué la nécessité justement de développer des copilotes numériques, des chatbots opératoires, des outils qui permettraient de tout filmer. Et en fait, on est passé finalement de la réflexion à l'action en créant cette chaire BOPA, qui est donc l'association initialement masculine de télécom et d'assistance publique. Et puis l'arrivée de plusieurs mécènes, évidemment Reliance, évidemment Terre Syntax, qui nous a permis aujourd'hui d'obtenir quelque chose qui est un outil qui permet de revenir des chirurgiens, des anesthésistes, des psychologues, des IA, des sociologues, des entrepreneurs, bref, nous répondre à un vrai problème en l'abordant globalement. Pourquoi c'est indispensable? Parce que l'hôpital, la PHP, est un formidable outil dans lequel il y a 200 000 opérations par an qui sont réalisées, mais il n'y avait rien qui s'occupait en particulier du bloc opératoire. C'est ce que j'ai voulu développer. Donc en fait, c'est un projet institutionnel pour le bloc opératoire, ça ne concerne pas que Paul Brousse, c'est fait en relation avec beaucoup de collègues et anesthésistes et chirurgiens à l'assistance publique, dont vous avez la liste ici, dans toutes les spécialités, pas uniquement en chirurgie esthétique, mais aussi en orthopédie.
Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est à proximité d'un bloc opératoire pour pouvoir très rapidement tester les idées qu'on y développe. Je vous invite à regarder ces petits films, si vous voulez, qui illustrent assez bien la charte OPA. Il y a une aide très très claire de l'assistance publique autour de Paris, en particulier de Martin Hirsch et Nicolas Castoni, qui m'ont beaucoup aidé à faire avancer ce projet. Donc l'idée est de trouver des solutions en utilisant des startups qui existent déjà. L'idée, c'est de travailler non pas uniquement sur le chirurgien, mais sur le chirurgien, l'IBOL, l'IAD, au bloc opératoire, qui va aller justement identifier les problèmes pour que des mathématiciens, des ingénieurs, des sociologues, des anthropologues nous aident à les résoudre. Voici une partie de l'équipe avec laquelle je travaille à Paul-Proust, de jeunes chirurgiens très prometteurs, un mix d'hommes et de femmes, avec des mathématiciens, des philosophes et des sociologues, et en particulier Cynthia Fleury, m'aide à analyser l'anthropologie du bloc opératoire, la philosophie du bloc opératoire et la nécessité ou pas de développer des nouveaux métiers dans le bloc opératoire, en particulier des ingénieurs de bloc opératoire. L'objectif de cette charte OPA, c'est de comprendre et de transformer notre rapport à l'erreur et d'augmenter le bloc opératoire de manière numérique. C'est de l'intelligence artificielle, non pas de l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence augmentée. L'idée, c'est vraiment d'aider le chirurgien avec des outils numériques et absolument pas de le remplacer. C'est une approche humaine et technologique où on va augmenter le chirurgien par la vue, par la parole, par le toucher, par la lumière, par l'analyse de données, ou l'ordinateur, pour reprendre l'analogie un peu simpliste du cockpit, sera là comme un copilote et évidemment une boîte noire dans le bon sens du terme qui permettra de comprendre ce qui s'est passé dans un bloc hyperconnecté où on pourra avoir de l'aide à distance. L'idée de cette charte OPA, c'est d'améliorer la préparation du chirurgien, de modifier aussi bien la planification que son état de conscience, d'améliorer la téléexpertise et la formation des jeunes chirurgiens pour pouvoir aider à distance, de faire des revues de mortalité, de morbidité augmentée avec des faits absolument objectifs sur les images et du son du côté des anesthésistes et du côté des chirurgiens, de découvrir par le hasard à travers de la recherche inversée et de définir des métriques pour définir et redéfinir la norme avec les sociétés savantes parce qu'il est nécessaire de pouvoir toujours reconsidérer ce que c'est que l'histoire naturelle d'une opération qui n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'à mon avis il y a 20 ans. Donc il y a un énorme sujet autour de définir la norme en chirurgie. L'objectif évidemment est d'essayer d'avoir non pas de la quantité mais de la qualité au bloc opératoire au sens large pour pouvoir optimiser les polices d'assurance. Et je sais que c'est exactement l'objectif de Reliance qui nous accompagne. Donc voilà l'écosystème de VOPA, de nombreuses startups, un très gros réseau universitaire de recherche, des mécènes qui portent au total 1 million d'euros sur 4 ans. Et ce n'est que le début de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens. Et les 3 grands blocs, le bloc Human Factor, le bloc Internet des objets, avec une analyse du regard, le fait de filmer des images opératoires avec le regard du chirurgien et non plus une caméra dans le cialytique, des chatbots opératoires qui vont vous poser des questions et vous éviter de faire des bêtises, des jumeaux numériques avec lesquels vous allez interagir, voire planifier et faire de la réalité augmentée opératoire, et de la lumière qui va vous permettre de pouvoir analyser correctement les tissus. Tout ça évidemment dans un bloc connecté où les données seront conservées, analysées, notarisées et réfléchies avec une modification probablement de la loi, de manière à pouvoir protéger aussi bien le chirurgien que le malade. Évidemment, l'objectif n'est pas de fliquer les gens, mais de mieux comprendre ce qui se passe lorsqu'il y a des événements. L'objectif, c'était évidemment de pouvoir tout enregistrer et Care Syntax, qui est donc cette technologie dont on va parler juste après, est là pour ça. C'est un intégrateur de données qui intègre non seulement les images du bloc opératoire, les images de la salle, les images des anesthésistes, de manière à pouvoir analyser correctement, rétrospectivement ce qui s'est passé et pouvoir définir des métriques, définir la qualité et évidemment définir ce que c'est qu'un bloc opératoire qui ne fonctionne pas bien. Donc aujourd'hui, à BOPA, nous avons intégré ces technologies. Donc voilà, BOPA, c'est 160 mètres carrés dans l'hôpital Paul-Brousse. On est dans le chantier initialement en 2019. On a tout refait dans ces vieux bâtiments avec aujourd'hui des chirurgiens, des sociologues qui viennent voir comment ça fonctionne, des mathématiciens qui travaillent sur, par exemple, la reconstruction
Aujourd'hui, nous en sommes là. Nous avons une salle dans laquelle on a fait plusieurs et surtout ce bloc opératoire qui est une zone de développement où la technologie Care Syntax a été mise en place, avec ici vous voyez des caméras qui filment la totalité du bloc, ici des caméras CIO qui vont aller évidemment enregistrer ici ce qui se passe, et des micros pour écouter ce qui se passe, une boîte noire qui est là pour enregistrer l'ensemble des flux. Et l'idée est très rapidement, à partir du mois de septembre, très rapidement de pouvoir connecter la salle 3 du bloc opératoire du bloc où on va pouvoir enregistrer la totalité des actes du côté chirurgical et du côté anesthésiste pour pouvoir justement analyser très précisément les choses qui s'y passent, qui sont dans 95% des cas des choses très très bien, mais dans certains cas des choses qu'on ne fait pas, qu'on pourra analyser. Je crois qu'on est vraiment dans la bonne direction. On est un des seuls lieux, je pense, en France, à aller dans cette direction-là qui répondent à l'avenir de la chirurgie. Donc notre action pour le futur, c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Et actuellement, on dépose une lettre d'intention à un projet européen qui s'appelle le PIEC, qui est un très gros projet de plusieurs centaines de millions d'euros qu'on développe avec l'Université Paris-Saclay et l'INRIA, avec les 3 partenaires industriels principaux, Capgemini, Medtronic et Reliance, avec un objectif qui est de pouvoir faire de la planification préopératoire avec des jumeaux numériques et de la réalité augmentée préopératoire avec toujours ces jumeaux numériques et toujours le fait de pouvoir enregistrer la totalité de ce qui se passe au bloc opératoire. Je pense que c'est le début de quelque chose qui va totalement dans la bonne direction. Je serai de répondre à vos questions et je vous remercie pour votre. Merci. Je ne sais pas si vous allez dans la bonne direction, mais nous aurions aimé avoir déjà une débauche de résultats. Votre présentation se rapproche un peu dans sa problématique de celle que nous avons il y a 15 jours sur l'effet carbone. Ce sont des problématiques qui sont en cours d'évaluation, qui nécessitent réflexion, comme vous le faites, mise en application de programmes d'organisation. Mais l'Académie, elle, préfère avoir déjà des résultats et préférerait sûrement que vous nous donniez non pas des projections pour l'avenir, mais des résultats sur ce que vous avez monté depuis 2019. J'ajoute que la séance a été organisée en partenariat entre l'Académie et Charmes, mais que la sélection des intervenants a été faite par Charmes. Enfin, comment dirais-je, les présentations à l'Académie ne sont pas des présentations d'état d'âme personnel, mais de réflexion scientifique et rationnelle. Je passe la parole à Madame Autran. Merci Monsieur Villers. Alors, nous évidemment, on est ravis que vous puissiez intervenir à cette session pour présenter Care Syntax et à quel point ce dispositif est un dispositif d'avenir dans l'organisation des blocs opératoires. La question qui... Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle à ce propos. Je crois que Hubert Joannet en a une, et c'est vrai que le temps étant très compté, je pense que ce serait essentiel qu'on se restreigne à une question. En fait, c'est pas une question, c'est plus un commentaire. Moi, pendant toute ma carrière, on m'a dit, de toute façon, la fistule colorectale, c'est 5 à 7% des cas, sans aller plus loin. Dans l'aviation civile, on sait qu'il y a toujours une cause à un accident. Alors nous, c'est un peu différent parce qu'on opère des organismes vivants. Et on peut imaginer que la situation évolue et qu'il peut y avoir effectivement, exceptionnellement, des aléas. Mais c'est exceptionnel. Et je trouve que la démarche de Hubert est intéressante. Alors elle est concentrée sur le bloc opératoire, mais on pourrait la développer en parcours de soins, qui est qu'il y a toujours une cause à une complication chirurgicale. Parfois, on ne la trouve pas exceptionnellement, encore faut-il la chercher, et que dans sa pratique, on la cherche. Et je crois que ça, c'est une notion que on a tendance à admettre la complication. Non, la complication, elle n'est pas admissible, et il y a toujours une cause quelque part, et il faut s'efforcer de la trouver. Merci, Dr. Jounet. Oui. Juste un commentaire également. Ce que je veux retenir de votre présentation,
qui me semble le plus intéressant, c'est ce que vous avez dit sur la différence entre la faute et l'erreur, et que la prévention de la faute, finalement, c'est peut-être ça sur lequel, par rapport au problème de responsabilité, c'est la prise de conscience de l'erreur. Et votre travail est intéressant dans la recherche de systèmes qui permettent de mieux comprendre l'erreur qu'on a peut-être commise, comme vous avez vous-même fait la constatation, que vous aviez pincé un lac en mettant un clip. Et donc, c'était probablement la cause de la fissure, et c'était biliaire que vous avez pu constater. Donc, c'est sur ce point-là, peut-être qu'il faut... Et votre programme de recherche, évidemment, c'est un programme de recherche. Il y a pour l'instant, j'imagine, pour répondre à notre président et en même temps partager sa préoccupation, c'est qu'on a besoin, face à un système aussi complexe que celui que vous avez présenté, dans quelle mesure ces blocs expérimentaux de recherche pourront apporter des réponses. Parce que le deep learning que font les ordinateurs, ce ne sera pas parfaitement transférable à un collègue. Il apprend de ses erreurs, mais il ne peut pas répéter trop souvent, comme on le fait avec le deep learning. Les machines répètent les erreurs et elles apprennent. Mais le chirurgien, s'il répétait 10 fois la même erreur, il serait tout de suite hors jeu. Et il serait très urgent de lui dire « tu arrêtes de faire ce genre d'erreur ». Jacques Belghiti. Jacques Belghiti a autre commentaire, certainement. Oui, je voudrais faire un commentaire. J'avoue que je ne comprends pas très bien la gêne qu'a exprimée notre président. En soi, évidemment, on voudrait des résultats, mais j'aurais bien aimé qu'on ait les mêmes exigences vis-à-vis de ceux qui présentaient le robot et la chirurgie du robot. Parce que on a 20. Non, je pense que Éric Vibert aborde 2 points capitaux. Et on voit très bien d'ailleurs le malaise qu'il y a vis-à-vis de sa communication. Il aborde le problème de l'erreur, la volonté de comprendre l'erreur. Je crois que c'est quelque chose sur lequel on n'a probablement pas assez réfléchi. Et il va s'appuyer sur, pas uniquement des notions philosophiques, il va s'appuyer sur saisir ce que la technologie moderne, qui est l'enregistrement, et il le montre très très bien, saisir également ce que l'organisation, probablement, il n'en a pas parlé, mais il en parle dans son livre sur aller un peu plus loin sur la checklist. Regardez quelle réaction on a eue, nous les chirurgiens, vis-à-vis de la checklist des anesthésistes. Or, c'est probablement un des facteurs qui a le plus diminué la mortalité hospitalière, la mortalité opératoire. C'est con, ça sert à, pour nous, c'était quelque chose de minime, c'est un élément fondamental. Et je pense qu'il l'aborde là-dessus. Et puis, il a dessiné, je ne suis même pas sûr qu'il en ait pris conscience, il a dessiné quelque chose qui, à mon avis, est fondamental, c'est la continuité des soins. La continuité des soins quand il parle de qui doit reprendre une complication de l'ordre. Nous vivons avec un monde où on doit s'occuper de son malade tout le temps. Et du fait qu'on n'accepte pas justement les limitations d'horaire. Mais cette absence, cet élément de on doit s'occuper tout le temps, y compris de ses complications, c'est pas sûr qu'on ait raison. C'est pas certain. Et au moins, moi je trouve qu'il pose, Éric Vibert pose cette question. Alors après, on verra. Réponse de M. Vibert. Monsieur Vibert, vous voulez répondre? Non, mais non, pour Monsieur le Président, en fait, merci d'abord, merci Monsieur Belghiti. Le point important, je ne pouvais pas en 20 minutes, je ne pouvais pas en 20 minutes parler de tout, donc c'est pour ça que je n'ai pas donné beaucoup de résultats. On m'a demandé de parler à la fois de l'erreur au sens large et de la charge pas. Aujourd'hui, on a un vrai processus qui va commencer à partir du mois de septembre, on va tout enregistrer. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas vous donner les résultats, mais je vais en avoir. Et dans la littérature, il y a déjà des papiers, en particulier en Hollande, qui montrent les effets plutôt bénéfiques, justement, de cette attitude très systématique à surveiller les choses. Le seul point, parce que la vie, c'est jamais noir-blanc, c'est qu'il faut faire attention à une chose, c'est que pour ne pas faire d'erreur, on peut prendre le risque de ne rien faire.
Donc, en fait, le point clé dans notre métier, et je reviens sur cette association d'audace et de lucidité, c'est que il faut continuer à prendre des risques, il faut continuer à essayer de pousser, de découvrir des choses, à essayer de traiter les malades. On passe notre vie à décider sur les statistiques, mais finalement à traiter des cas particuliers. Donc, il faut toujours essayer de voir si on n'est pas dans un coin ou l'autre de la courbe de gauche. Donc, il faut toujours continuer à voir le cas particulier qu'on a devant nous dans un cadre statistique et continuer à prendre des risques. Je ne veux absolument pas que cette attitude stérilise ce métier. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'encore plus on soit dans une notion d'équipe et non pas d'équipage pour que justement l'équipe prenne le risque de se tromper et donc de découvrir des choses. Et donc voilà, et le seul danger de cette observation de tout, c'est que les gens aient peur de perdre. C'est le seul, il faudra faire très attention à ça, mais je pense que c'est le sens de l'histoire. Et clairement, depuis cette histoire de lac, et moi je filme toutes mes opérations, je peux vous assurer que chaque fois qu'il y a un problème, je retourne pour comprendre ce qui se passe, et en général, je comprends ce qui s'est passé. Et je ne veux pas avoir plus de complications que les gens. Merci beaucoup.